cette présidentielle, comme je l'ai dit dans ma déclaration, a un rôle capital pour l'avenir de notre pays. Nous avons un système qui est en place depuis une quarantaine d'années et nous sommes sur le chemin vers la Troisième République. Nous avons un système qui a fonctionné de 1960 à maintenant, avec des résultats que tout le monde voit. Notre pays n'est pas dans la position où il devrait être. Il y a la pauvreté partout. Nous avons des villes sales. Nos jeunes sont sans emploi. Et lorsque je regarde le Cameroun d'aujourd'hui, je ne peux pas regarder mon pays et mes concitoyens sombrer dans la misère. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'engager. De m'engager aussi comme un trait d'union entre notre passé et notre avenir. Alors vous proposez une vision panafricaniste et souverainiste. Votre programme repose alors sur une vision panafricaniste et souverainiste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que signifie concrètement restaurer la souveraineté nationale dans un contexte de mondialisation? Très bien. Il faudrait que je rappelle aux auditeurs que mon équipe et moi-même allons organiser une conférence de presse au cours de laquelle nous irons en détail dans le programme que j'ai élaboré. D'accord. Alors, et ce que je peux dire, dites-nous. Oui, je suis candidat parce que après avoir regardé les problèmes de mon pays, j'ai pris le temps nécessaire pour y réfléchir et pour proposer des solutions concrètes dans tous les domaines pour relever mon pays. Maintenant, ce qui me permet de rebondir sur la souveraineté. Allons-y. Qu'est-ce que j'entends par souveraineté? Dites-nous. Vous voyez, quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, une souveraineté, je la définis sur le plan politique, économique, culturel et au niveau de la défense. Dites-nous. Bon, quand vous regardez, et lorsque vous n'avez pas ces fondamentaux, vous ne pouvez pas vous développer. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où pendant 20 ou 30 ans, on nous a amenés à adopter les modèles définis par les autres en nous disant qu'on pouvait arrêter de travailler et importer tout ce que nous consommons chez nous. Alors, qu'est-ce que j'entends par souveraineté? Le monde d'aujourd'hui, vous avez vu la crise du Covid. Vous avez vu toutes ces dernières crises qui montrent que tout pays qui dépend des autres ne peut pas avancer. Très bien. Donc, quand je parle de souveraineté, je parle de souveraineté économique, par exemple. Tout à fait. Où je dis que le Cameroun doit recommencer à produire ce qu'il consomme. Il doit reproduire ses systèmes de production pour qu'on ait une autonomie au niveau agricole, qu'on ait une autonomie au niveau industriel, c'est-à-dire tout ce que nous consommons ici, que nous ayons des zones économiques spéciales, des zones industrielles, comme nous l'avions dans les années 60-70. Pour que lorsque nous consommons les produits ici à Carrefour et un peu partout, que ce soit des produits fabriqués au Cameroun et qui procurent des emplois aux Camerounais. Très bien. Et maintenant, donc, la souveraineté, ça c'est sur le plan économique, tout à fait. Et la souveraineté aussi au niveau culturel. Le Cameroun et les Africains doivent à nouveau commencer à se projeter dans l'arène mondiale à partir de leur propre culture et de leurs valeurs. Mais vous ne pouvez pas avoir de souveraineté si vous n'avez pas de moyens de vous défendre. Tout à fait. Et à ce niveau, nous devons restaurer une capacité de défense forte qui nous permette d'avoir une autonomie et de mieux contrôler nos ressources économiques afin que nous puissions les utiliser au bénéfice de notre population. D'accord. Donc, en clair, quand je dis souveraineté, ça veut dire que le Cameroun doit se positionner dans l'arène internationale et dans son fonctionnement interne par rapport à ses propres besoins et à ses priorités. Je rappelle que c'est ce que je vais faire. Et par rapport à ça, je vais sortir, par exemple, le Cameroun des programmes du FMI. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais réduire la dépendance de l'aide. Parce que l'aide est comme une drogue, elle décourage les gens, elle nous empêche de nous organiser
pour avancer. D'accord. Je rappelle que vous vous engagez également à mettre fin à la guerre dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelle est votre approche concrète pour résoudre ce conflit qui dure quand même déjà depuis 8 ans? Quand je regarde le Cameroun aujourd'hui, une guerre entre nous est un gaspillage de nos propres ressources. Tout ce qui est détruit aujourd'hui, on sera obligé de mobiliser nos propres ressources pour reconstruire. Ce sont nos enfants qui meurent des deux côtés. Mon ambition est de recréer un Cameroun uni. Et pour qu'il soit uni, il faut qu'on fasse taire toutes les sources de conflit dans toutes les régions du Cameroun, y compris le Nozo, où je souhaite que dès le départ, que les deux parties, que tous les Camerounais se parlent et qu'on mette fin à cette guerre le plus tôt possible. Très bien. Vous promotez... Oui. Parce que lorsque cette guerre a un coût énorme pour nous. Parce que, vous voyez, quand, par exemple, il y a la guerre au Nozo, et il y a des troubles avec Boko Haram dans l'extrême nord, vous savez ce que ça nous coûte? On dépense les ressources qu'on aurait pu utiliser pour le bien-être des Camerounais, la santé, l'éducation et tout ça. Mais l'autre danger aussi, c'est qu'une partie de notre territoire n'est pas exploitée sur le plan économique. Partout, la guerre est la condition nécessaire, la paix est la condition nécessaire au développement. Quand il y a des troubles dans l'extrême nord, c'est toute cette zone de production qui est désorganisée. Quand il y a les troubles dans le Nozo, c'est cette zone qui est désorganisée. Or, et ça fait que quand vous prenez le Cameroun, même au niveau des recettes de l'État, c'est la moitié du Cameroun qui contribue à apporter des ressources à l'ensemble du pays. Or, Dieu nous a donné un pays béni qui a l'avantage d'être à peu près le centre de toute l'Afrique. C'est-à-dire que du Cameroun, avec le Nozo, on a une projection sur le Nigeria, le plus grand marché d'Afrique. D'accord. Avec 1800 km de frontières. Ok. Oui. Vous promettez également la fin du clientélisme, du tribalisme et du népotisme. Comment comptez-vous imposer la méritocratie dans un système où les réseaux d'influence sont profondément enracinés? Tout à fait. Je pense que il faut revenir à un système où il y a plus de transparence, où on ne peut plus, l'État doit être plus transparent. On ne peut plus nommer les gens uniquement sur des bases clientélistes parce que vous êtes dans le parti ou parce que vous avez tel ou tel niveau de relation. Ce qu'on va faire, c'est que tous les postes, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des directeurs généraux et des entreprises, on va mettre en place des systèmes où il y aura des normes, on va juger les gens sur les résultats. Par exemple, au niveau des ministères, on va s'assurer qu'il y a des concours. On ne pourra plus prendre des gens qu'on amène comme ça, comme travailleurs temporaires. Il y aura des règles d'entrée et de sortie dans les administrations. Et il y aura des règles pour instaurer le mérite. Et dans tout, je prends des exemples simples. Pour être concret, quand je prends par exemple ce qui se passe dans des secteurs comme les télécoms, comme l'électricité, comme Camrail et tout ça, de manière concrète, ce que je ferai, c'est que les DG, par exemple, des agences publiques, on va leur donner des objectifs en termes d'amélioration de la qualité de service. Très bien. En termes de réduction des coûts. Et par rapport à ça, on va leur confier un mandat en disant, voici les performances dont on attend de vous. Et on leur laisse la possibilité de constituer leurs équipes, tout en s'assurant que la diversité du Cameroun est représentée. Il y aura des indicateurs pour s'assurer que la diversité du Cameroun est représentée dans les recrutements. D'accord. Donc, en un mot, les résultats, des critères de performance clairs, parce que là, quand vous évaluez les gens à partir de critères de performance, bon, s'ils ne les remplissent pas, ils vont partir. Et même pour recruter les gens, par exemple, pour certains postes, on ne va plus procéder directement au décret.
On va demander au DG, on prend par exemple une liste de 3 DG. Chacun propose sa vision de l'entreprise pour laquelle sera appelé à diriger. D'accord. Et puis, on fait une sélection. Ok, vous parlez également du rapatriement d'Aïmadou Ahidjo et de la mémoire nationale. Et là, vous annoncez le rapatriement du corps du président Amadou Ahidjo. Quel message voulez-vous faire passer en posant cet acte symbolique aussi fort? Moi, l'acte symbolique que je veux poser, c'est que un pays sans mémoire est un pays sans boussole. Il faudrait que le Cameroun se réconcilie avec sa propre histoire. Comme vous le savez, le premier point a été de dire que nous avons oublié nos martyrs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous vivons dans un pays relativement stable, mais nous oublions qu'avant nous, il y a des hommes qui ont mené un combat aux mains nues, comme Mangabel, Oumniobe et tous les autres leaders. Donc nous devons... Les nationalistes. Oui, tous les pères de la modernité, les pères du nationalisme camerounais doivent être réhabilités. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas comprendre que le premier président du Cameroun repose à l'extérieur. Repose à l'extérieur. C'est un acte fort de réconciliation que je veux faire avec notre histoire et pour les générations actuelles et futures. Mais ce geste ne risque-t-il pas d'être interprété comme une tentative de récupération politique dans le nord du pays? Vous savez, le corps du président Ahidjo n'appartient pas uniquement au nord du pays. Il était le père de la nation, il était le père de tous les Camerounais. Et par rapport à cela, il a droit à tous les honneurs qui s'imposent par rapport à son rang. Donc le président Ahidjo, dont on va rapatrier le corps, ce n'est pas un ressortissant du Nord, c'est le président de tous les Camerounais. Et c'est aussi pour penser les plaies qu'il y a au sein de notre société. D'accord. Dire à nos frères de toutes les régions que ce n'est que dans la réconciliation que nous pouvons avancer ensemble. D'accord, parlons à présent de la vie chère et des mesures d'urgence. Vous promettez un plan d'urgence contre la vie chère dès les 6 premiers mois de votre mandat. Si vous êtes élu, que contiendra ce plan d'urgence et comment le financerez-vous? Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon équipe et moi avons prévu de présenter un plan détaillé. Tout à fait, tout à fait. Ce que je peux dire de manière générale, c'est que parmi les propositions que j'ai faites, au niveau de la vie chère, je vais m'assurer, quand je regarde le pouvoir d'achat des Camerounais, il est très faible, je vais m'assurer que le prix du pétrole, je vais le faire baisser. Je vais faire baisser le prix du gaz domestique. Je vais faire baisser les prix des produits de première nécessité pour soulager les Camerounais aux revenus les plus bas. Et envoyer un message pour leur dire qu'on va améliorer et changer leurs conditions de vie. Et parmi les choses qui me tiennent à cœur, il y aura un programme de création massive d'emplois pour les jeunes. Il y aura un programme pour relancer notre agriculture, où aujourd'hui, vous voyez qu'on importe quasiment tout ce qu'on... Tout à fait, Et puis au niveau des cultures de rente, café, cacao et tout ça, j'ai un programme qui va faire qu'on rattrape les pays les plus performants et on doit les dépasser au niveau agricole. Au niveau de l'industrie, c'est la même chose. En termes de santé, il y aura une couverture maladie pour tous les Camerounais. On n'aura plus de femmes qui aillent accoucher au Cameroun et que l'accouchement, on le rendra gratuit. D'accord. On rendra l'accouchement gratuit. On ne veut plus voir des Camerounais mourir parce qu'ils n'ont pas 2000, parce qu'ils n'ont pas 5000 francs CFA. Donc tout ça, ça fait partie des propositions détaillées que j'ai préparées. Il reste 2 préoccupations avant de vous libérer. Vous savez que vous avez un agenda très chargé. On a même dû vous extirper de vos occupations politiques
Parlons maintenant de votre expérience à l'international. Vous mettez en avant votre passage au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. En quoi cette expérience vous rend apte à diriger un État africain aux réalités totalement différentes? Donc, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de compléter ce que je disais tout à l'heure. Dites-nous. Donc, au niveau de la santé, j'ai donné quelques priorités. J'ai dit également, au niveau de l'électricité, de l'eau, du téléphone, je peux rassurer les Camerounais que je vais améliorer les services d'Internet, les services de téléphonie. Sur ça, ma vision est claire. En un an, je vais le changer. L'électricité, on fera en sorte qu'il y aura plus d'électricité. Et les villes sales, on va s'en occuper. Et on va lancer des programmes Yaoundé 2050. Nos villes, on va les projeter dans l'avenir. On ne va plus avoir un système où on trouve un petit projet, on investit. Non. Il y aura une vision, une boussole sur la construction de nos villes. D'accord. Et donc, c'est un peu... Ok, d'accord. Allons-y donc dans votre expérience internationale. En quoi cette expérience vous rend-elle apte à diriger un État africain aux réalités totalement différentes? Disons, mon expérience a commencé par le fait que depuis 30 ans, je donne des conseils à tous les pays africains, mais au Cameroun aussi. Ah bon? Au Cameroun, c'est depuis une trentaine d'années. Oui. J'ai commencé à travailler sur l'économie camerounaise avec le ministre Akam Mfumu. Tout à fait. À l'époque. À l'époque, ministre des Finances. Oui, à l'époque, ministre des Finances. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans les entreprises publiques, des entreprises privées en Europe. Mais après ça, j'ai un profil qui est assez unique parce que j'ai couvert par rapport à tous mes autres collègues, j'ai l'avantage d'avoir couvert toutes les institutions internationales. Ah bon? C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que au FMI, tout ce qui est réorganiser l'économie d'un pays, gérer le budget, projeter le pays, je l'ai fait au conseil d'administration du FMI 2 fois. Maintenant, l'autre avantage que j'ai aussi, c'est qu'au niveau de la Banque mondiale, toutes les politiques publiques, c'est-à-dire quand on regarde comment faire une politique de santé, comment faire une politique du secteur privé, comment faire accélérer la croissance dans un pays. Donc, tout ce qui est problème eau, électricité, télécom, la gestion des ports, la gestion de l'environnement des affaires, tout ça, je l'ai pratiqué à la Banque mondiale. D'accord. C'est ça que j'ai fait dans les pays comme le Rwanda, que l'on félicite aujourd'hui. Et je peux rassurer les Camerounais que nous avons un potentiel important et je peux amener mon pays à aller à des niveaux de performance insoupçonnables. Alors, revenons sur... Maintenant, le dernier point, le dernier point aussi, c'est qu'en plus de la Banque mondiale qui gère la sphère publique, j'ai été à la SFI, Société financière internationale. Tout à fait. Qui est la banque d'affaires. Donc, j'ai eu le prix d'excellence à la Banque mondiale. Je suis allé à la SFI, où là-bas, c'est la banque d'affaires, ce sont les problèmes de financement, comment gérer la bourse, les financer les entreprises. Ça aussi, je peux parler avec les plus grands financiers au monde. C'est-à-dire, je balaie toute la sphère depuis les politiques publiques du FMI, macroéconomique, jusqu'aux politiques structurelles, comment arranger, faire des politiques pour les routes, pour les hôpitaux, pour le secteur privé, pour l'agriculture. Et dans tout ça, je sais, même quand je commence quelque chose, je vise les résultats. D'accord, c'est vrai que vos adversaires politiques pourraient vous accuser d'avoir été du côté de ceux qui imposent des ajustements douloureux aux pays africains. Dans ce cas, qu'est-ce que vous leur répondez? Si tous ceux qui regarderont mon parcours, d'abord, je souhaite signaler que je viens d'une famille. Le nom que je porte, mon grand-père était épiciste. Il faisait partie des nationalistes. Donc, même dans les institutions internationales, lorsque vous regardez mon parcours et mes écrits, j'ai écrit le livre « Afrique, les voies de la prospérité », dans lequel je disais que, donc même quand j'étais dans les institutions internationales, j'avais un discours qui allait à l'encontre du consensus de Washington, qui disait non, il suffit de privatiser, de libéraliser, de réduire le rôle de l'État
faire la microfinance, c'est ça qui va faire avancer l'Afrique. Au FMI, à la Banque mondiale, je me suis opposé à ce modèle. Donc c'est comme ça que j'ai lancé les idées de Rwanda 2020, Sénégal 2020, en disant que le modèle que j'ai vu en Asie, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour, de la Malaisie, avec un État fort, un État stratège, un État qui organise la production et qui crée les conditions nécessaires, c'était ça mon modèle. Je l'ai mis dans un livre, j'ai présenté ce livre à la Banque mondiale, tout le monde y était. La Banque mondiale a financé, j'ai présenté ce livre là-bas. Et l'autre chose, donc je sais exactement, et l'autre chose aussi, c'est que ce qui me caractérise, c'est que je suis profondément patriote. C'est-à-dire que ce qui me guide dans mon action, c'est l'intérêt du Cameroun et c'est le bien-être des Camerounais. D'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre d'homme qui va essayer de plaire aux forces internationales pour avoir une bonne image. Non, ma boussole, c'est-à-dire je mènerai à bien les négociations. Je serai bien avec toutes ces forces étrangères, mais ma boussole, c'est le bien-être de mes concitoyens. Très bien. C'est de voir les résultats sur le terrain. Ok, dernière question et on vous laisse partir. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner dans une coalition ou alors vous vous inscrivez dans une logique de pouvoir personnel fort? Vous savez, les Camerounais doivent comprendre que dans la vie publique, il n'y a pas d'ennemis entre Camerounais. Il y a des adversaires qui peuvent être opposés sur des solutions à apporter à notre pays. Donc par rapport à ça, on doit être prêt à faire des coalitions dans l'intérêt national. Donc s'il y a un gouvernement de coalition, mais il faut que la coalition soit basée sur un objectif commun. Tout à fait. S'il y a une boussole politique et on se dit qu'on met tout le monde dans cet attelage, je pense que je suis ouvert à travailler avec mes autres compatriotes. Alors la suite, on reviendra justement après votre point de presse qui se tiendra quand déjà? On est en train de voir mardi ou mercredi. Je vais m'en assurer avec mes équipes. D'accord. Je ne maîtrise pas cet agenda. Ce sont mes équipes qui me dirigent à ce niveau. D'accord. Et je tiens à les féliciter. Oui. Et puis, ce que j'ai constaté aussi quand je travaille avec les jeunes Camerounais, ça me donne la force de m'investir pour eux. On a un potentiel énorme. Il faut créer les conditions nécessaires pour leur épanouissement. Très bien. Jean Yambal, on ne va pas vous retenir longtemps, encore que nous avons notre débat politique contradictoire long courrier jusqu'à 17h qui va commencer. Et vous également, vous êtes appelé à répondre à d'autres exigences politiques et professionnelles. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a parlé que des aspects économiques, mais mon programme, j'ai parlé de la première phase qui est un plan d'urgence de 6 mois pour soulager les Camerounais en termes de pouvoir d'achat, faire baisser le coût de la vie. Je veux voir les mamans, je veux voir les jeunes, je veux voir les gens qui respirent mieux parce que le fardeau du coût de la vie a baissé. C'est le premier signal que je vais leur envoyer. Tout à fait. Et c'est pour leur dire que la deuxième phase est la plus importante, c'est celle des réformes sur la transformation de notre pays, afin d'en faire, donc c'est des formations profondes, des transformations profondes. Dans mon programme, il y aura la réforme de la Constitution. Il y aura des réformes au niveau de la gestion de l'État, on aura un État décentralisé, digitalisé, c'est-à-dire que le système manuel qu'on a aujourd'hui, on va réorganiser complètement la manière dont l'État fonctionne. Et sur des prestations essentielles comme les cartes d'identité et toutes les autres, on aura des délais durant lesquels l'administration devra les fournir à la population. D'accord. Donc, il y aura des réformes institutionnelles, il y aura des réformes économiques pour relancer l'agriculture, pour relancer l'industrie, pour rattraper notre retard dans les services. Et il y aura un programme économique et social pour soulager les catégories les plus pauvres. Et puis, relancer l'éducation nationale, relancer le secteur de la santé. Voilà, c'est un peu tout ça. Et autour du slogan, je vous ai dit,
ensemble pour un Cameroun meilleur. Très bien. Alors, Et ensemble pour un Cameroun meilleur va donner au Cameroun les résultats suivants. Une nation forte, une nation unie, j'arrête les guerres, une nation prospère, c'est-à-dire je relance l'économie, l'agriculture, les services et même le budget de l'État, je change tout ça. Une république solidaire, c'est-à-dire on ne veut plus voir nos compatriotes mourir dans la pauvreté, délaissés. On va avoir des politiques sociales spécifiques. Et l'autre chose, je me rends compte que comme il y a la misère dans nos villes, la plupart de nos jeunes quittent les villes et viennent dans les campagnes. On va réorganiser pour enlever le fait que le budget de 7500 milliards est géré à Yaoundé. Il attire tout le monde ici. On va créer des pôles de croissance et relancer les activités agricoles et l'accès à nos villes pour stabiliser nos populations là-bas. Très bien. Le dernier point. Allons-y, finissons par là. Oui, donc j'ai dit une république, une nation souveraine aussi, avec une défense forte, une économie forte, une culture forte. Et enfin, une nation panafricaniste. Vous savez qu'on voit la renaissance du panafricanisme aujourd'hui au Niger, au Burkina, au Mali. Mais je tiens à rappeler aux Camerounais que la source d'inspiration est partie du Cameroun. C'est-à-dire qu'après la crise ivoirienne, lorsqu'on a vu le président Gbagbo humilié, c'est du Cameroun qu'est parti tout le discours qui contestait l'ordre colonial. Et je peux dire, et aujourd'hui, avec les changements dans le monde entier, on est en train d'aller vers un nouveau monde où les nations doivent être plus souveraines. On ne doit plus aller dans la mondialisation, se mettre derrière les Occidentaux ou derrière les BRICS. L'Afrique doit trouver sa propre voie pour s'exprimer de manière autonome, construire sa capacité à exister de manière autonome. Pourquoi ? Très bien. Parce que le rapport de force nous est favorable. Quand on projette l'Afrique quand on projette le monde dans les décennies à venir, les ressources naturelles sont en Afrique. En termes de rapport de force démographique, nous aurons l'une des régions les plus dynamiques. L'Asie aura 5 milliards d'habitants. Nous aurons plus de 2 milliards 500 millions d'habitants. Les Occidentaux seront une minorité. Donc, on doit se construire aujourd'hui pour devenir une source de puissance. Très bien. Et c'est dans ce sens que je compte travailler avec les autres dirigeants africains. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Hygiène Yambal.